Ensuite, la mère ne peut pas ne pas se demander, est-ce que pendant ma grossesse, est-ce que pendant ma vie, est-ce que dans mon code génétique, il n'y a pas d'éléments qui ont conduit à cette situation d'irrémédiable, parce que ce qu'on appelait tout à l'heure le handicap par rapport aux fragilités, ce sont des défauts, des déficiences qu'on n'arrive pas à moduler actuellement. Du temps de Diderot, un aveugle, tout aveugle était foncièrement handicapé. Aujourd'hui, beaucoup de ces défauts irrémédiables sont remédiables. D'où ce que j'ai dit en passant, je ne suis pas du tout farouchement contre toute intervention sur les génomes, etc., qui peuvent produire des effets positifs. Encore faut-il que ce soit encadré et accompagné. Donc, la mère fait cet examen sur elle-même, essaye de voir ce qui peut être corrigé, ce qui ne peut l'être, et pour elle-même, elle obtient, pour finir, la conviction que s'il y a eu telle ou telle carence au niveau de sa grossesse, au niveau de telle faute, au niveau de telle histoire génétique dans la lignée, ce n'est pas elle comme sujet qui l'a fait. C'est une destin biologique dont elle n'est pas maître. Il faut qu'elle se déprenne de sa capacité de se croire maîtresse de ce qui arrive à son enfant. Donc, ni l'esclave, ni la maîtresse de son destin. Lui, et je suis là, et je ne suis pas responsable de la programmation génétique ou de la carte biologique qu'il a. En revanche, j'ai des responsabilités pour l'accompagner à franchir au maximum ces difficultés. Et à ce moment-là, devant l'enfant, elle peut dire peut-être que j'ai des responsabilités, mais ce que tu peux admettre, c'est que je t'aime tel que tu es et on va essayer de vivre ensemble au mieux possible. Et d'ailleurs, elle peut lui parler aussi de ses propres difficultés qui ne sont pas comparables et fait apparaître la différence entre difficultés. D'où cette notion de multivers dont je vous parlais tout à l'heure, non pas des fragilités différentes, mais des fragilités qui sont incommensurables et qui peuvent cohabiter. La première chose, et je ne vais pas redire ce qu'a très bien expliqué Julia Kristeva, la première chose dans l'immense majorité des cas, pour les intervenants extérieurs, c'est de déculpabiliser cette femme. Car en effet, les circonstances ont été nombreuses où la femme a pu se sentir, elle est, vous savez, notamment quand il y a la transmission d'une maladie constitutionnelle. L'un des points les plus compliqués, outre la souffrance de voir cet enfant dans cet état-là, quelle que soit la grandeur de l'amour qu'on lui porte, quel que soit le caractère, somme toute, satisfaisant, voire éclairant de la cellule familiale où l'on va accueillir cet enfant. Certaines de ces femmes, ou de ces hommes en l'occurrence, se disent « c'est moi qui lui ai transmis cette saloperie-là ». Et c'est une culpabilité qui est absolument épouvantable. Donc la première des choses, c'est d'arriver à convaincre cette femme qu'elle n'a aucune culpabilité. La culpabilité, c'est ce que l'on peut exprimer quand on était libre de réaliser autre chose que ce que l'on a réalisé et que l'on est responsable par conséquent de ce que l'on a fait. Profondément, il n'y a pas de culpabilité sans responsabilité. C'est extrêmement important. Il ne peut pas y avoir de culpabilité sans responsabilité. Le deuxième élément, c'est que si l'on arrive à ce que cette femme soit effectivement déculpabilisée, le message à son enfant sera « Non, mon enfant, tu es comme tu es et je t'aime comme tu es, je t'accueille tel que tu es. Parce que j'ai respecté ce que tu seras, tu n'es pas ce que j'ai décidé que tu devais être. » Mais immédiatement poser cette question, c'est montrer l'extraordinaire difficulté dans laquelle on se trouve ou on se trouverait dans le cas, prenons que cet exemple, dans le cas où les parents auraient choisi le sexe. Voilà, les parents ont effectivement la choisi, ils ont dit on veut une petite fille ou un petit garçon. Et il se trouve que cet enfant qui naît ne supporte pas le sexe et le genre qu'il a. Il ne le supporte pas. Il s'imagine, il veut, il se vit, il se pense
comme étant de l'autre genre. Parfois même, il va subir des opérations qui sont multiples, qui sont douloureuses, qui sont cruelles, dont le résultat est incertain, parce que c'est une souffrance quotidienne. Et là, il sait qu'il y a quelqu'un qui en est responsable. Quelqu'un a pris une décision qui est « tu seras un garçon, tu seras une fille », alors même que rien n'est plus profondément enfoui dans l'intimité des personnes que leur sexe, leur genre ou d'autres caractéristiques de cet ordre. Et on voit très bien que l'une des raisons pour lesquelles je m'engage avec tant de détermination contre toute idée d'une légitimation, d'une augmentation du pouvoir des parents sur la détermination des enfants, c'est notamment cela. Il est extrêmement important que même dans les situations difficiles, pour paraphraser Rawls, que l'enfant naisse sous un voile d'ignorance. Dernière question. On termine par une question comme celle-ci. Comment concilier la fragilité avec l'évolution de la société qui utilise le principe de précaution et se dégage de ses propres responsabilités ? Moi, je vais répondre de manière détournée en résumant le sentiment que j'ai eu à entendre Julia et Axel, Adam et Ève. C'est comment dire, il faut opposer au principe de précaution, que j'appelle moi le principe de panique, le principe de relation. Car l'humanisation dont a parlé Axel Kahn, j'ai bien aimé son image des deux bûches, encore à l'état de braise, qui sont donc Adam et Ève, Julia et Axel, qui se rencontrent. Elles sont à l'état de braise, mais il n'a pas parlé des flammes. Ou plutôt, il a dit il n'y a pas de flammes encore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le souffle qui, donné sur ces braises, va donner des flammes. Pour moi, c'est le souffle de l'esprit. Mais on n'est pas obligé de partager cette conviction-là. En tout cas, pour moi, la relation est vraiment le mot-clé pour dominer tous les tracas qui sont les nôtres. Pas forcément relation d'individu à individu, mais relation aussi dans la société. Je suis un peu perturbé, par exemple, par le développement de l'Internet, qui a l'air, comme ça, d'être un développement de l'interrelationnel, et qui, en vérité, est une fragmentation du relationnel, où on est dans la théorisation de l'être et des êtres se parlant les uns aux autres et non plus dans la vraie rencontre. Le relationnel, excusez-moi d'encore revenir à une vision chrétienne, le relationnel, il s'ancre dans cette invention que je trouve géniale du christianisme, qui est la Trinité. La Trinité, Dieu en trois personnes, c'est exactement du relationnel, qu'on appelle l'amour, ou qu'on appelle la charité. La charité, c'est, la langue que se parlent entre elles, les trois personnes de la Trinité. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre échange sur que dire à l'enfant qui vous reproche de l'avoir fait comme ça. Moi, je serais tenté de dire, mais comme je ne suis pas dans cette situation, excusez-moi, j'ai l'air de donner des leçons, je lui dis, mais je t'aime beaucoup, toi, et est-ce que tu m'aimes, moi ? Tout d'abord, forme de clin d'œil, mais c'est intéressant parce que vous avez compris qu'entre Bruno Frappa et moi, il y a énormément de points communs. On a une divergence. C'est qu'il croit au ciel et je n'y crois pas. Et par conséquent, pour moi, dans ce qui provoque le phénomène de la combustion et de la flamme lorsque l'on rapproche la bûche incandescente Julia de la bûche incandescente Axel, c'est le souffle de Julia qui embrase Axel et c'est le souffle d'Axel qui embrase Julia. Vous ne l'avez pas dit. Eh bien, on va en rester là pour cette première partie.